Fiscalité et ménage. Bon, alors pour commencer, il convient de faire la différence entre marié, cohabitant légal ou isolé. Il existe parce qu'il existe deux sortes de contribuables. Les isolés et les conjoints. Sont considérés comme conjoints les couples mariés et les cohabitants légaux. Couple homosexuel ou hétérosexuel, ça ne fait aucune différence. Les isolés regroupent des personnes seules et les cohabitants de fait. Pour les conjoints, la déclaration et l'imposition se font en commun. Pour les isolés, la déclaration et l'imposition se font de manière séparée. Bien. Alors maintenant, qui est conjoint ou marié? Les personnes qui, soit se sont mariées avant le 1er janvier 2013 et n'ont pas divorcé en 2013, étaient cohabitants légaux avant le 1er janvier 2013 et n'ont pas mis un terme à leur cohabitation, se sont séparés de fait en 2013. Je pars du principe qu'on est en 2014. Que faut-il entendre par cohabitants légaux? Selon le droit civil, la cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration commune, le fameux contrat de cohabitation légale. Le droit civil prévoit, par ailleurs, que la cohabitation légale prend fin lorsqu'une des deux parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants. Pour ce faire, il doit remettre une déclaration écrite contre récépissé à l'officier de l'état civil, comme ce fut le cas pour la déclaration de cohabitation. Maintenant, qui est isolé? Les isolés sont les personnes qui ne sont pas ou plus mariés ni cohabitants légaux. Concrètement, il s'agit des isolés, bien sûr, des cohabitants de fait, des divorcés, même en cas de divorce en 2013, des anciens cohabitants légaux, même en cas de dénonciation de contrat en 2013, les veufs, même en cas de décès du conjoint en 2013. Des contrats de cohabitation ou des mariages conclus en 2013, des séparations de fait antérieures à 2013. Maintenant, pour ce qui est de l'imposition des conjoints et des cohabitants légaux. Depuis l'exercice d'imposition 2005, tous les revenus, frais déductibles et dépenses donnant droit à une réduction d'impôt sont décumulés. Parmi ces revenus, il y a les revenus professionnels, deux revenus professionnels. S'il y a deux revenus professionnels, le décumul, c'est-à-dire que les revenus professionnels sont imposés distinctement pour être ensuite additionnés toutefois si l'un des deux conjoints gagne moins de 10 090 euros ou que ses revenus ne dépassent pas 30% du total des revenus professionnels de son conjoint, on applique la règle du quotient conjugal. Un seul revenu professionnel, d'abord le quotient conjugal, puis le décumul. Le conjoint qui ne dispose pas de revenus professionnels se voit attribuer fictivement 30% des revenus professionnels de son conjoint, sans que le montant ne puisse excéder les 10 090 euros. Après cette répartition, les revenus sont imposés distinctement pour être ensuite additionnés. Il y a les revenus immobiliers et les intérêts. La première question à se poser est de savoir sous quel régime vous êtes mariés, les conjoints sont mariés. Communauté de biens ou régime légal. Dans ce cas-là, 50% pour chacun des partenaires, même si l'habitation est la propriété de l'un des deux, car le revenu du bien, soit le revenu cadastral, sont communs. Séparation de biens et cohabitants légaux. Il faut savoir qui est il faut savoir qui est le propriétaire et selon quelle proportion.
Cette proportion déterminera la répartition des revenus et les revenus immobiliers seront taxés chez chaque partenaire. Revenus divers. Les rentes alimentaires sont taxées dans le chef du partenaire auquel elles sont octroyées. Les autres revenus divers, cela dépend du régime matrimonial. Frais déductibles. Les frais déductibles, ce sont les montants, exception faite de la rente alimentaire payée par un partenaire, qui sont déduits proportionnellement des revenus nets de chaque partenaire. Dépenses donnant lieu à une réduction d'impôt. Les dépenses effectuées exclusivement par l'un des partenaires, exemple épargne-pension, n'entraînent une réduction que sur l'impôt dû par le partenaire en question. Depuis l'exercice d'imposition 2013, revenu 2012, la règle générale veut que pour toutes les réductions d'impôts, la répartition se fasse entre les conjoints et les cohabitants légaux, qui font donc l'objet d'une imposition commune, de manière proportionnelle en fonction des revenus imposables de chacun des partenaires par rapport à la somme des revenus des deux partenaires. Par exemple, dons, dépenses de garde d'enfants, réduction d'impôts pour la rénovation d'habitations sociales, de location, etc. Enfants et autres personnes à charge. Il est important de savoir qui peut être fiscalement à charge, étant donné que cela vous offre des avantages sur le plan du calcul de l'impôt et du précompte immobilier, de l'abattement pour habitation. La quotité exemptée d'impôt est aussi augmentée en fonction du nombre d'enfants et d'autres personnes à charge. Bon, alors qui peut être à charge? Vos descendants, enfants, petits-enfants, enfants placés, vos ascendants, parents, grands-parents, vos sœurs et vos frères, les personnes qui vous ont eu à leur charge alors que vous étiez encore un enfant, lorsque vous étiez un enfant, les personnes qui vous ont accueilli dans leur ménage donc. L'enfant qui a été confié financièrement à vos soins, exclusivement ou principalement. Par exemple, l'enfant de votre partenaire avec qui vous cohabitez, peut-être à votre charge. Attention, attention. Un conjoint ou un partenaire cohabitant légal ou de fait ne peut en aucun cas être à votre charge. Bien, quelles sont les conditions? Ces personnes doivent faire partie de votre ménage au 1er janvier 2014. Si les parents vivent séparément, l'enfant est à charge du parent chez qui il habite principalement, parent qui a la garde. Dans le cas d'une coparenté, sous certaines conditions, la majoration de la quotité exemptée est automatiquement répartie entre les deux parents, non cohabitants. La coparenté doit remplir certaines conditions. Au plus tard, le 1er janvier 2014, de l'exercice d'imposition, il doit y avoir une convention enregistrée ou homologuée par un juge mentionnant explicitement que l'hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité exemptée pour ces enfants. Ou, au plus tard, le 1er janvier 2014 de l'exercice d'imposition, il doit y avoir une décision judiciaire statuant explicitement que l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. La répartition de la coparenté fiscale n'est pas possible si un des parents déduit les rentes alimentaires qu'il a payées pour les enfants. Les sommes exemptées d'impôts à prendre en considération sont tous les suppléments à la quotité exemptée, y compris ceux du parent isolé. En fonction de la situation individuelle de chaque parent, les enfants communs
d'un couple non marié cohabitant de fait ne peuvent pas être en même temps à charge du père et de la mère. Les enfants sont à charge du parent qui est en réalité le chef de famille. On doit le déterminer au moyen des données de fait. Certaines personnes sont censées faire partie du ménage, même si elles n'y vivent pas quotidiennement. Par exemple, les étudiants. Les enfants communs d'un couple non marié cohabitant, de fait, ne peuvent pas être en même temps à charge du père et de la mère. Les enfants sont à charge du parent qui en réalité est le chef de famille. On doit le déterminer au moyen des données de fait. Certaines personnes sont censées faire partie du ménage, même si elles n'y vivent pas quotidiennement. Par exemple, les étudiants. Un enfant ou une personne qui était à votre charge au 1er janvier 2013, mais qui est décédé dans le courant de l'année 2013 est considéré comme faisant partie de votre ménage au 1er janvier 2014. L'enfant mort-né ne peut être considéré comme étant à votre charge. Ces personnes ne peuvent pas avoir disposé en 2013 de ressources propres d'un montant net supérieur à 3 070 € ou 4 440 €. La limite de 3 070 € net ne vaut que pour les personnes qui sont à charge d'un couple marié. Le maximum de 4 440 € net ne vaut que pour les enfants de personnes isolées. Ce montant est porté à 5 630 € pour un enfant handicapé. Par exemple, par moyen d'existence, il y a lieu d'entendre les revenus de la personne à charge, tels que ses propres rémunérations. Il n'est pas tenu compte des bourses d'études, des allocations familiales, ni des arriérés de rente alimentaire. Les rentes alimentaires normales des enfants ne sont dorénavant plus prises en considération comme revenus. Jusqu'à concurrence de 3 070 € par an. Dorénavant, les revenus du travail d'étudiants jusqu'à concurrence de 2 560 € ne seront plus pris en considération comme un moyen d'existence. Les revenus des parents ou de frères et sœurs âgés de plus de 65 ans et cohabitants n'entrent plus en ligne de compte comme moyen de subsistance, et ce à concurrence de 24 760 €. Maintenant, une brève parenthèse sur les revenus des enfants. Les revenus professionnels et les rentes alimentaires au-delà de 3 070 € au nom de votre enfant doivent être déclarés par l'enfant même. Si son revenu imposable net est supérieur au montant immunisé, 7 270 € par contribuable donc, si ces revenus sont inférieurs, votre enfant ne doit rien déclarer, sauf s'il a reçu un formulaire de déclaration.